Bonjour Guillaume Pitron, Bonjour Thibault Lurade. vous êtes journaliste et réalisateur et vous publiez La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique aux éditions des Liens qui libèrent. Alors c'est un livre qui est très important, c'est presque un livre de lanceur d'alerte. Vous vous intéressez à la production de métaux rares, des métaux rares que l'on retrouve aujourd'hui dans toutes les technologies numériques ou alors vertes, environnementales. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire ce que sont ces métaux rares et surtout à quoi servent-ils ? Dans la nature, vous avez des métaux abondants et des métaux rares. Les métaux abondants, on les connaît tous, ce sont le fer, l'aluminium, le zinc, le cuivre. Mais en même temps, mélangés à ces métaux abondants, dans la croûte terrestre, on trouve des métaux rares. Alors, ces métaux rares portent des noms assez poétiques. Mes préférés, c'est le praséodyme, le prométhium, le samarium, l'europium, le néodyme, mais aussi le cobalt, le tantale. Et ces métaux, en fait, se trouvent dans des proportions infiniment moindres. Quelquefois, c'est plusieurs milliers de fois moindre en proportion que ces métaux abondants. Et en fait, on peut les extraire de la croûte terrestre, on peut les raffiner, c'est-à-dire les séparer des métaux abondants, et on peut ensuite les réutiliser dans les technologies modernes. Et en fait, on a découvert dans les années 70-80 que ces métaux avaient des propriétés physiques, chimiques extraordinaires, et que si on les utilisait dans les technologies vertes et les technologies numériques, qui sont les deux piliers aujourd'hui de la transition énergétique, eh bien en fait, on décuplerait les propriétés de ces technologies, on décuplerait leur efficience, et nous pourrions, grâce à eux, finalement accélérer notre marche vers un monde plus vert. Et aujourd'hui, on les retrouve donc dans les panneaux solaires, mais également les batteries des voitures électriques, dans les smartphones, les ordinateurs, etc. En fait, on en a partout dans notre vie quotidienne autour de nous. On en trouve aussi bien effectivement dans les technologies vertes que dans les technologies numériques. Un exemple pour les technologies vertes, les batteries des voitures électriques. On ne peut pas fabriquer ces batteries s'il n'y a pas du cobalt, par exemple, des terres rares, une ressource minière qu'on appelle également le graphite. Dans les téléphones portables, vous avez des métaux rares. Vous avez par exemple des terres rares, qui est une classe de métaux rares, dans le vibreur de votre téléphone portable. Votre téléphone portable ne pourrait pas vibrer s'il n'y avait pas un petit aimant avec notamment des terres rares à l'intérieur, de même que si votre téléphone portable est tactile, si vous pouvez envoyer un SMS en appuyant sur l'écran, c'est parce qu'il y a recouvert sur cet écran un oxyde, une poudre en fait d'un métal rare qu'on appelle l'indium. Et le gros problème, c'est la production, l'extraction, avec un impact environnemental énorme. Qu'est-ce qu'il faut en conclure que produire une voiture électrique, par exemple, si on prend l'ensemble du cycle de vie d'une voiture électrique, il y a un impact environnemental qui est plus terrible encore que celui d'une voiture classique? D'abord, nous ne nous rendons pas compte de ce qu'il en coûte réellement d'être vert aujourd'hui en France et dans le monde occidental par exemple. C'est un peu pour ça que je parlais de livre de lanceur d'alerte. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons délocalisé la pollution dans les années 80, la pollution des mines, parce que nous ne voulions pas assumer ce fardeau écologique dans les pays occidentaux. Et nous avons laissé le sale boulot aux Chinois, qui sont devenus une puissance minière de premier plan pour produire ces métaux rares. Simplement, ça s'est fait au prix d'un désastre écologique absolument sans précédent en Chine. Et nous ne voyons pas cette pollution puisqu'elle est délocalisée à des milliers de kilomètres loin de nos regards. Maintenant, si nous réintégrons le coût écologique de l'extraction des métaux rares dans le cycle de vie de toutes les technologies vertes qui, au moment où vous les utilisez, ne polluent pas. Mais si vous regardez sur l'ensemble de leur cycle de vie, qu'est-ce qu'il en coûte en pollution, vous arrivez à des chiffres qui sont extrêmement frappants et qui viennent complètement remettre en question le postulat savamment orchestré sur le plan marketing selon lequel toutes ces technologies seraient vertes et propres. Une voiture électrique n'est pas propre, une éolienne n'est pas propre, un panneau solaire n'est absolument pas propre puisqu'il faut ces métaux rares. Et donc si vous regardez sur l'ensemble du coût du cycle de vie de ces technologies, eh bien vous vous rendez compte qu'il y a un réel coût écologique. Les chiffres font débat. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que selon les mix énergétiques dans les pays où vous utilisez la voiture électrique, eh bien en fait cette voiture électrique va générer plus ou moins de carbone, va émettre plus ou moins de gaz à effet de serre. Et donc ça vient complètement remettre en cause cette idée selon laquelle nous serions propres. En réalité, pour faire du propre, eh bien en fait il faut faire du sale. Simplement, nous ne nous en rendons pas compte puisque nous avons délocalisé cette pollution. Donc il y a plusieurs dimensions dans cette face cachée. Il y a déjà ce mensonge écologique, vous nous en avez parlé. Il y a un mensonge économique aussi, puisque les Occidentaux ont refusé d'assumer le leadership, ils ont laissé les Chinois réaliser ce dumping écologique. Il y a un problème économique aussi, les Chinois sont en position dominante sur ce sujet, ils peuvent manipuler les cours et puis ils peuvent même s'en servir comme arme d'embargo envers l'Occident. Dans les années 92, on rapporte une phrase qu'aurait prononcée Deng Xiaoping en visitant une mine de métaux rares. Il aurait dit « Le Moyen-Orient a le pétrole et la Chine a les terres rares ».
terres rares, c'est une classe de métaux rares. Et en fait, on voit bien à quel point Deng Xiaoping pouvait être visionnaire. Il avait compris que le monopole acquis par la Chine sur les terres rares, 95% de la production mondiale, serait un levier de puissance industrielle et voire géopolitique. Et effectivement, Et on y est. au détour des années 2000, la Chine a commencé à limiter ses exportations de terres rares et de métaux rares à destination de l'Occident, jusqu'à un paroxysme, si je puis dire, un acte 4, scène 5 de la géopolitique des métaux rares, c'est-à-dire un embargo en 2010 qui s'applique, qui vise en fait, qui frappe le Japon et les États-Unis, et la Chine dit « je ne vous exporte plus ces métaux rares ». Et ça, effectivement, ça montre un vrai changement de paradigme dans finalement nos relations commerciales avec la Chine. On voit bien que la Chine peut se servir le pouvoir, du monopole qu'elle a acquis sur ces métaux rares pour dire à l'Occident, eh bien maintenant c'est moi qui tiens cette production, donc c'est moi qui vais développer les industries high-tech en aval de la chaîne de production de ces métaux et qui va aussi en tirer un avantage géopolitique. Si vous voulez profiter de mes métaux rares, il va falloir venir sur le territoire chinois et je vous donnerai ces matières premières qu'en échange de vos technologies. Et qui dit technologie dit pouvoir. Alors j'ai envie de vous demander quelle est la prochaine étape. On sait que les Américains commencent à s'inquiéter de cette situation. Ils ont besoin de ces métaux rares, notamment pour leur industrie d'armement. Alors, comment est-ce qu'ils peuvent réagir? Est-ce qu'ils vont se mettre à extraire massivement sur leur sol? C'est un petit peu la position de Trump, semble-t-il. Est-ce qu'ils ne vont pas considérer que l'espace sera la nouvelle frontière? Alors effectivement, les États-Unis se rendent compte, et c'est assez intéressant de voir que Trump en fait a pris conscience d'un problème dont les précédentes administrations américaines n'avaient pas réellement pris conscience. Et il comprend en fait que ces minerais critiques, c'est comme ça qu'on les appelle aux États-Unis, mettent les États-Unis dans une situation de dépendance par rapport à la Chine, et pas n'importe quelle industrie américaine, l'industrie de défense. Et donc Trump signe un ordre présidentiel en décembre dans lequel il dit sécurité nationale, il faut absolument que nous relancions notre production minière, mais l'ensemble de la filière de production des métaux rares aux États-Unis pour ne plus dépendre de la Chine. Et ça, je pense que c'est un acte fort qui en fait confirme, illustre une prise de conscience réelle et finalement assez neuve en Occident de la dépendance des Américains et de l'Occident en général par rapport à la Chine. On va aller chercher des métaux rares partout à l'avenir. On va aller les creuser sur notre propre territoire. On va aller sécuriser les accès avec d'autres pays, par exemple l'Amérique latine. Et puis en fait, on commence déjà à réfléchir au gigantesque potentiel d'extraction que représentent les océans. Les océans, c'est en fait des nodules polymétalliques qui dorment au fond des océans et qui sont en fait autant de mines sous-marines dans lesquelles on va peut-être pouvoir taper un jour pour extraire ces métaux rares. Et Obama a fait également passer une loi en 2015, un Space Act, dans lequel il dit, en contravention avec tous les traités existants, et notamment le traité de 1967, eh bien ceux qui voudront aller chercher des métaux rares dans les astéroïdes auront la propriété de ces minerais. Comprenons-nous bien, ce n'est pas demain qu'on ira dans l'espace, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au nom de la transition énergétique? Eh bien, nous commençons en fait à étendre le domaine de la mine et nous posons les bases juridiques d'une appropriation des territoires terrestres et extraterrestres toujours plus grande. Donc, paradoxe, au nom d'une sobriété, au nom finalement d'une meilleure entente entre les peuples, c'est quand même comme ça qu'on nous a présenté la COP21 à Paris en 2015, en réalité nous sommes en train d'étendre la mainmise de l'homme sur la diversité, sur la biodiversité, et nous sommes en train de poser les bases juridiques d'une appropriation de l'espace qui ne se fera peut-être pas sans conflit. Effectivement, tout cela est assez inquiétant. Merci beaucoup Guillaume Pitron. Je renvoie pour ceux qui veulent en savoir plus à votre livre qui est donc très important lui aussi, La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique. Merci encore. Merci.